Samuel, merci de nous accueillir dans tes locaux d'Orsay, de prendre du temps pour nous répondre. Avec plaisir. Voilà, donc le but de ce genre d'interview, c'est de te faire connaître, particulièrement aux élèves et aux jeunes alumni. Pour te donner un exemple, il faut bien le dire. Voilà. Donc, Fantastique. si je rappelle ta carrière, tu es sorti de l'ESO en 1991, tu as fondé Imagine Optique avec Xavier Levesque en 96, Imaginize en 2003, toujours avec le même Xavier. Absolument. Et on vient de l'apprendre, Shocklight, en janvier de cette année. Donc tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Et toujours avec le même Xavier. Et toujours avec Xavier, très bien. Euh, tu es quand même un pilier de la communauté photonique. Hein. Tu as toujours été disponible pour le syndicat, pour l'association des alumni. Donc tu es une personnalité bien connue du milieu. Donc on va voir un peu tout ce que ça recouvre. Peut-être on va commencer par ta jeunesse. Est-ce que quand tu étais ado, tu rêvais de faire de l'optique? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, les rêves d'ado, ou même avant l'adolescence, hein, euh, quand je réfléchis à l'origine de ma décision d'aller vers Supoptique, c'est un bouquin d'astro que m'a offert ma tante Lulu, qu'elle m'a offert quand j'avais 5 ans. 5 ou 6 ans pour m'expliquer les planètes, etc. Et puis j'avais une autre tante qui habite au Maroc et on allait voir les ciels fabuleux du Maroc et j'ouvrais mon bouquin et j'étais là-dedans. Et du coup, j'étais persuadé, étant plus jeune, que j'allais devenir astrophysicien. Voilà. Bon, après, c'est un petit peu parti, mais c'était resté au fond. Puis finalement, quand s'est trouvé l'heure des choix après la prépa, Supoptique s'est pas mal imposé sur ce critère-là, en fait. D'accord, donc tu as eu l'idée de l'optique et des télescopes très jeunes en fait, tu as eu Ouais, ça en tête. comme une passion, un truc qui te traîne au fond de toi et qui te fascine, hein, donc, ouais, Eh ben, il faudra qu'on remercie la tante Lulu si elle est encore de ce monde. je lui transmets. À Supoptique, qu'est-ce qui t'a marqué finalement dans ta scolarité? Bah, on est arrivé, c'était le bâtiment 503, un peu vétuste à l'époque. Ouais, Euh, Moi, j'ai été assez fasciné par le côté expérimental, très rapidement. C'était quand même, il faut quand même le dire, hein, aux plus jeunes, l'optique, en 91, était quand même, enfin, dans les années 90 donc, était quand même plus étriqué que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on était voilà, très branché sur l'optique classique. Mais on sentait quand même les choses arriver. Euh, la charte optronique pilotée par Maisonnette, par exemple, c'est un truc qui nous motivait à fond à l'époque. Voilà. ouais, elle venait d'être créée. Elle venait d'être créée, absolument. Et, donc on voyait du potentiel avec ces grosses boîtes qui soutenaient la filière. Bon, avec l'histoire de la photonique aussi plus ancienne, hein, et l'évolution qu'il y avait, on sentait, voilà, on sentait le potentiel. Enfin, en tout cas, moi, j'étais sûr du potentiel de la techno. Et d'ailleurs, donc, alors, c'est peut-être ce que je garde de plus fort dans mon cursus. J'ai pas eu un cursus 100% linéaire à l'école, en tout cas du point de vue scolaire. Mais j'avais adoré mon stage de fin d'études où je m'étais dit, tiens, je vais essayer de faire de la photonique pour l'automobile. Et j'avais trouvé un stage pour Peugeot, mais à l'Institut d'optique. C'était avec Taboury et Chavel à l'époque. Et j'avais dépioté un vidéoprojecteur pour retourner le SLM qui était déjà présent à l'époque et pour faire un système de filtrage spatial temps réel qu'on pouvait mettre à l'avant d'une voiture et détecter les panneaux en temps réel. C'était quand même, en 90, quand il y a réfléchi, c'était super novateur. Et c'était tout optique. Ah ouais, Aujourd'hui, les trucs avec les caméras, les traitements... Ah ouais. Pierre Chavel faisait des calculateurs optiques. ouais, Ouais. ouais, absolument. Voilà, c'est vraiment mon meilleur souvenir de l'école, Ouais. c'est ce stage où je suis parti à l'aventure à dégrossir cette manip. Voilà. Dès l'école aussi, tu t'es beaucoup impliqué dans le premier forum. Oui. C'est toi qui l'as créé, je crois, non? Alors j'ai signé les statuts. euh, le, alors, c'était le premier forum purement école. Il y avait déjà eu 2 éditions du forum avant avec l'INT à l'époque, l'Institut National de Télécom, qui est devenu Télécom Paris Sud, je crois, quelque chose comme ça.
Et celui qui avait façonné un peu tout ça, c'était Hervé Graillot. Mais dès que je suis arrivé en première année, il m'a passé la main et en fait, j'ai été le premier président du forum qui a accueilli l'entreprise, une nouvelle formule qui a accueilli l'entreprise dans la mythique salle C6, la salle des examens Ouais. du bâtiment 503. Au deuxième étage. Absolument. Ouais. Voilà, donc et ça a marché, le premier forum, ça a marché dès le début, ou comment ça s'est passé? Oui, il y a eu oui, un bon succès d'estime. C'était pas encore la formule qui fonctionne bien aujourd'hui, mais il y a eu un bon petit succès, des boîtes qui sont venues, des échanges avec les industriels. Le, le squelette du forum était dessiné. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas eu une année sans une édition du forum depuis ce temps-là d'ailleurs. Je Non, pense que c'est continu. Est-ce que tu t'es impliqué dans la JE à l'époque ou dans la JE entreprise? Alors, je ne me suis pas directement impliqué dans la JE, mais j'ai été un ingénieur de la JE. Sur la deuxième, troisième année, j'ai fait pas mal de missions. D'accord. Et tu as des souvenirs de la vie extrascolaire? Oui, Non. Ouais. plein. Je ne sais pas s'il faut les partager là, mais oui. De souvenirs marquants. Les soirées, le journal qu'on avait créé à l'époque, il y avait le Petit Canard historique, et on avait créé l'année Pravda. La Pravda, la vérité, l'année Pravda, le mensonge. Et c'est un truc qui nous a beaucoup liés. Et d'ailleurs, j'étais l'imprimeur officiel, l'éditeur officiel pendant la période de stage. Tout le monde était parti aux quatre coins du monde et on a continué à éditer l'année Pravda qu'on a diffusé aux quatre coins du monde parce que les stages à l'étranger commençaient fortement à l'époque. Voilà, et les soirées et tout, un petit peu, non? Oui. Bon, ok. Deux salles, deux ambiances. Oui, bien sûr. Ah, ça y est. Je suis un des slogans. Bon, allez, donc tu sors de l'école, qu'est-ce que tu as fait à la sortie de l'école? Alors, j'ai rejoint une toute petite boîte, vraiment une TPE, j'étais le 6e embauché. Donc j'avais fait un projet pour eux et puis un petit stage en deuxième année. C'est pas un nom très commercial, ça s'appelait le Conoscope. Ah oui, Que tu as dû connaître. oui, j'ai connu, oui. Donc on faisait de l'holographie conoscopique. Le nom de la boîte, effectivement, pas très orienté marketing, on sent que c'était pas le truc. Et donc la boîte a tenu quelques années, mais elle s'est cassée la figure. 80, c'est pas directement cassé la figure, mais enfin voilà, en 95, 96, il y a vraiment eu un moment très difficile. Alors juste pour la petite histoire, donc moi j'avais fait une offre de reprise, j'étais un jeune ingénieur, mais je voyais comment il fallait faire pour arriver à sortir un produit, donc j'avais fait une offre de reprise. Et puis ça n'a pas marché, enfin ils ont trouvé un investisseur israélien qui avait pas mal d'argent au début, et puis qui s'est aperçu que ça consommait en France. Ils voulaient produire en Israël et faire de la R&D en France, mais ça consommait trop de R&D, donc à un moment donné ils ont transféré un peu la techno, les brevets, etc. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, je quitte. Et là, tu as parlé de Renault tout à l'heure, Ouais. puis ensuite dans une TPE, et là on s'approche un peu de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu chemines comme ça intellectuellement et ça vient? Alors, moi je crois que la maladie de la curiosité, hein. Je pense que je suis curieux, j'aime bien découvrir les domaines, j'aime bien les challenges. Je trouve que l'optique dans l'automobile c'était un beau challenge, donc voilà, je m'y suis mis assez vite. La PME, c'était aussi une aventure. On était très proches les uns des autres. On voyait tout ce qui se passait. Hein. Alors, à 6 personnes, tu vois la conception, tu vois la production, tu vois le marketing, la totale. Hein. Donc, c'est extrêmement, c'est extrêmement apprenant. Voilà, j'étais pris là-dedans et j'apprenais beaucoup tous les jours. Donc, c'est ça. Hein. Je pense que ce qui me fait avancer, c'est je pense que j'ai deux choses qui me font avancer, c'est que, bon, dans ma nature, je suis quand même j'aimais bien les mécanos, les Lego quand j'étais petit, hein, je suis quelqu'un qui construit, et j'aime bien apprendre, tout le temps. Voilà, donc c'est un truc qui me fait avancer, qui me fait vibrer, c'est d'apprendre. Je passe pas une journée sans apprendre. Je pourrais écrire un truc, je pourrais avoir un journal en me disant qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis sûr que je suis capable de lister tous les jours des points. Et tu as des appréhensions aussi, si on se rapproche vraiment de la partie de fondation d'entreprise, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui te retiennent un peu, ou
qui te font peur et tu vas avec un regard. Non, parce que donc pour bien comprendre le moment où on a décidé de créer la boîte. Donc au moment où je décide de partir du Konoscope, je me dis bon, l'automobile. Encore une fois, je me dis tiens, je vais balancer mes CV à Peugeot, Renault, pour essayer de voir s'ils n'ont pas envie de mettre à profit la photonique dans leur cockpit. Et puis, donc c'est là où Xavier me contacte pour me dire bon, Xavier que je connaissais donc de l'école, hein, de promo d'écart, et puis je le connaissais d'après, je l'avais eu en stage au Konoscope. Voilà. Et donc Xavier, qui à l'époque était à Laserdot, Silas Laserdot, enfin, Ouais, là, aussi, ce groupe-là qui faisait de l'optique adaptative, me dit ah mais j'ai une idée, peut-être pour faire un peu ce que tu fais au Konoscope. Donc le Konoscope faisait de l'holographie, mais c'était l'objectif des développements qu'on faisait au Konoscope, c'était vraiment de la mesure 3D sans contact. Donc il me dit j'ai une idée pour faire de la mesure 3D sans contact, mais avec une autre techno complètement différente et probablement plus simple. Derrière cette idée-là, il y avait déjà un Shackartman dédié à la mesure de courbure. Voilà, juste on mesure de la courbure sur un point source, on balance sur une surface diffusante, il y a un front d'onde sphérique qui sort, tu mesures la courbure et donc tu as la distance. Et donc du coup, on se presse pas trop, moi j'avais un peu de temps, j'avais le chômage, bon, premier sponsor de la création d'entreprise, hein, même encore aujourd'hui. Donc on se presse pas trop et on prend le taureau par les cornes. Moi j'avais déjà fait un business plan pour le Konoscope 2 ans avant, donc là je prends le truc, je regarde quels sont les tenants, les aboutissants, je fais une formation AFPA pour la création d'entreprise en parallèle pour me sécuriser sur le truc que je connaissais pas du tout. Et finalement cette période de gestation, elle nous a vraiment aidé, sécurisé dans notre envie de créer la boîte. Lui, il avait envie, moi j'avais envie aussi. Enfin, voilà, dans l'esprit, je construis. Et voilà. Et les soutiens, la réception aussi des gens qu'on a eu autour de nous, hein, c'était vraiment. Là, je peux mentionner quand même, je le fais régulièrement, mais le labo de Madame Gex à l'Observatoire de Paris à l'époque, qui nous a accueillis. En perruque, on appelle ça en perruque, hein, alors rien d'officiel. Il a filé les clés de son labo pour dire ok, vous pouvez faire vos manips là pendant l'été. Vous ne mourrez pas dans le labo, hein, mais tout le reste vous avez le droit de le faire. Il nous a laissé les clés, on a fait nos premières manips de Palper Shackartman dans le labo de l'Observatoire de Paris de Madame Gex. Donc tout ça, on y était quand même progressivement, tu vois, on était sécurisé au niveau de nos revenus, il était encore à Laserdot, pareil, il bossait un peu le soir, le week-end, mais et puis moi j'étais full time, mais voilà, avec une certaine sécurité. Donc c'est venu progressivement. Et au moment où on s'est lancé, on avait le soutien de BPI, alors ça s'appelait Lanvar à l'époque, on avait le soutien. Petit projet, hein, c'est pas les mêmes soutiens que ce qu'on a aujourd'hui. Hein, à l'époque, c'était donc l'équivalent de 500 000 francs, donc 75 000 euros, dont un tiers en subvention. Hein, quand on compare aujourd'hui les 400, 500, 600 000 euros qu'on peut avoir en subvention pure à la création de boîtes, c'était un peu différent. Voilà. Et si je me souviens bien, tu avais aussi une activité dans cette boîte, vous revendiez, tu avais d'autres sources de financement. Alors, au moment où on a créé Imagine Optique, effectivement, j'avais une connaissance en Allemagne d'un gars qui avait développé un système de mesure de vitesse sans contact. Une technologie par corrélation, mesurer des corrélations de structures sur le sol. Et c'est une techno qui avait été développée pour tester les ABS de Bosch à l'époque, le système ABS de Bosch. Mesurer la vitesse, c'était toujours des compteurs sur les roues. Donc quand les roues se bloquent, ta vitesse est à 0 alors que la voiture glisse. Donc il fallait un système optique pour mesurer ce glissement. Et il a su que je crée la boîte, donc il m'a proposé ça. Il m'a dit est-ce que tu veux pas essayer de développer le produit en France? J'ai pas mal de contacts. Et j'ai dit ok. Et effectivement, ça nous a fait de l'alimentaire pendant quelques années. À tel point que j'ai embauché un ingénieur à un moment donné qui n'a fait que ça. Moi, je faisais plus du tout. Mais voilà, on est monté à 700 000, 800 000 euros de chiffre d'affaires, donc une bonne activité. Pour faire de l'alimentaire, on réinjectait tout ce qu'on dégageait de ça dans notre R&D, quoi. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu arrives à arbitrer entre
la partie qui te génère du chiffre d'affaires le rêve que tu as envie de développer sur les capteurs ou l'intuition que tu as qui est peut-être un petit peu plus long terme. Et où est-ce que je mets les moyens Non, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que si tu prends le timing, on a eu un premier produit qui est sorti. Donc on a créé la boîte en décembre 96. On a un premier produit qui est sorti en décembre 97. Un second produit qui est sorti en décembre 98. Donc ça a été assez vite en fait. Et alors le premier produit, le Piper, bon, on a su très très vite que ça allait pas le faire. Donc, pour l'anecdote, déjà pendant l'été, alors que notre dossier BPI en VAR avait été validé, on s'aperçoit que quand on met une lentille pour mettre en forme le faisceau, là, le collimaté, on s'aperçoit que quand on la tilt, quand on la descente, on voit l'effet sur le signal Hartmann. On sort quand même de l'institut, on faisait des alignements laser hélium néon sur un écran avec des morceaux de scotch ou des petits feutres marqués pour repérer la position du spot, bouger, etc. On se dit, là, on a peut-être un truc pour faire un alignement direct des faisceaux et des optiques, donc fantastique. On fonce là-dessus. Et donc on a géré les deux en parallèle. On a honoré ce qu'on avait vendu à BPI. Et puis en fait, on a arrêté assez vite parce que la mesure 3D sans contact, c'est un truc qui est extrêmement concurrentiel. Oui, donc là, voilà, premier arbitrage fort qu'on a fait, c'est que ce truc-là, qui était un peu notre fondation, on a décidé d'arrêter pour basculer 100% sur du Shake Hartmann, faire de la métrologie optique. Donc voilà. Et donc, l'arbitrage, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un gars qui était assez autonome. Je lui ai dit, ok, tu te démerdes avec ça. Moi, je fais plus. Donc, c'était un truc autonome qui perdait pas d'argent. On en a parlé là des conditions financières des subventions d'aujourd'hui et celles d'hier. Et dans l'état d'esprit, tu vois un fort changement entre la création d'entreprise de ton époque, si je puis dire, et aujourd'hui? Oui, ça n'a plus rien à voir. En fait, quand on a démarré, on était un peu des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on voulait monter une boîte avec un produit industriel. Le mot start-up n'existait pas. Ouais. Les VC, c'était vraiment le tout début. Il y avait un montant d'investissement sur les venture capital qui était très très faible. Et en fait, les premiers mots-clés qui sont arrivés en 98-99, ça a été alors, il y a eu les nanotech à un moment donné, il y a eu le dot-com, le bug de l'an 2000. Voilà, tous ces trucs-là, c'est les premières... Voilà, les premières notions de petites boîtes qui se créent pour résoudre des problèmes et de start-up. Mais en fait, le mot start-up, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais ça doit être à peu près concomitant à ça. Donc, quand on a créé la boîte, nous, on s'appelait une boîte, on s'appelait une entreprise, on voulait faire une PME industrielle, on n'était pas dans l'esprit start-up, même si dans la pratique, on était une start-up. Voilà. Ok, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Si c'était à refaire en 96, je ne sais pas si je pourrais changer grand-chose. Si c'était à refaire aujourd'hui, il est clair que le temps est plus le même. Hein. Il y a moins de temps, ça va plus vite. Le temps est accéléré, donc pour aller sur un marché... tu peux pas te tromper un peu comme tu as fait. Il faut se déployer rapidement, on peut plus faire une gestion... On peut toujours faire une gestion en bon père de famille, mais si le marché est là, il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont avoir plus de moyens et qui vont ramasser. Donc plus de risques. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'esprit startup, c'est un esprit où on prend plus de risques. Plus de risques, plus de casse, oui. Plus de risques, plus de casse. Ça convient aux investisseurs puisque même s'ils perdent 9 investissements sur 10, en fait, c'est pas ça la statistique, hein, mais en gros, sur 10, il faut qu'ils en gagnent un très fort, qui fait x100. Donc, ils sont tranquilles. Après, il y en a 4-5 qui vont faire x2, x3. 2-3 qui vont être scotchés, puis les autres qui vont se casser la figure. Donc, voilà. Aujourd'hui, le risque du côté des entrepreneurs qui savent très bien que le modèle startup, c'est un modèle où tu crois très très vite. Et à un moment donné, il y a un mur. Alors, soit tu arrives à passer ce mur, ce plafond, soit tu arrives à le passer et tu continues, tu fais des levées de fonds successives et c'est la course jusqu'à arriver à un produit.
pas facile, hein, des exemples de boîtes qui font ça depuis 15 ans, depuis 20 ans, alors qui ont été soutenues, mais là, aujourd'hui, ça devient difficile pour elles. Ok, et maintenant, 30 ans après, où vous en êtes? Alors, de quel point de vue? Imagine Ouais. Optics, Imaginize aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Bah, aujourd'hui, donc sur l'ensemble de nos boîtes, donc il y a Imagine Optics, Imaginize, il y a un bureau à Bordeaux, un établissement secondaire d'Imagine Optics, il y a une filiale à 100% Imagine Optics Inc. aux États-Unis. Il y a une deuxième filiale aux États-Unis qui fait de la distribution. Ça, dans notre histoire, voilà, pareil. On a voulu faire de l'alimentaire aux États-Unis, donc aujourd'hui, on a une boîte qui fonctionne très très bien aux US qui s'appelle Axiom Optics et qui fait de la distribution. En gros, sur l'ensemble de ce groupe que je viens de décrire, on est 100 personnes. Voilà. On n'a pas d'investisseurs, donc on est libre. Tout à vous, ouais. Moi, je dis souvent qu'on est une start soft, c'est-à-dire qu'on a gardé l'esprit de la start-up de nos débuts. Juste, au lieu de faire une progression, justement, un peu croissance exponentielle, en tout cas au niveau des dépenses, on est resté sur un modèle assez linéaire, ce qui nous a permis de progresser et de ne pas faire appel à des investisseurs. Et vous continuez à grossir doucement? Ouais, on est sur du moyenne plus 15%. Ah ouais, c'est bon. Ouais, plus 10, plus 15% chaque année. Avec des petits trous d'air, hein, quand il y a le Covid. Il y a forcément un trou d'air, mais voilà, ça reprend derrière. Donc, quand on regarde la courbe long terme, on est sur pas du 15%, 10-15%. Bon, et tu as créé donc Shocklight en janvier, là, donc Ouais, toujours le besoin d'aventure. Dernier né, donc besoin d'aventure. Alors, pas que ça, hein. Donc aujourd'hui, donc Imagine Optics est sur un marché qui est maintenant devenu mature. On a démarré, on était vraiment les pionniers là-dedans, hein. Chez Cartman, métrologique n'existait pas. Et toi, Jean-Claude, t'es bien placé pour le savoir. Parce que tu as contribué à la technologie chez Cartman et ça nous a pas mal inspiré, au point qu'on a un de nos labos, hein, qui s'appelle le labo Fota. Je suis allé vérifier la pancarte en bas. Oui, exactement. En plus d'un labo Shack et en plus d'un labo Hartmann, donc hein, c'est pour te dire à quel niveau la différence on estime entre que t'as Shack, contribué. Hartmann et moi, c'est que moi je suis encore en vie, eux ils sont. Exact. L'envie à toi. Merci. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. De besoin d'aventure. Oui, alors oui, c'est un besoin d'aventure, mais ça, on l'avait déjà en interne. Non, je pense que on a besoin de se structurer, et ce dont on se rend compte, on le savait depuis un petit bout de temps, mais on n'avait pas encore mis les moyens pour sortir de là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même concentré sur un business à Imagine Optics. Analyse de front d'onde, optique adaptative, des nouveaux miroirs déformables, et des marchés qui sont assez bien ciblés. Ouais. Et quand tu as des développements un peu périphériques, qui fonctionnent très bien d'un point de vue technique, ce qui est le cas ici, mais que tu ne mets pas les efforts marketing qu'il faut, bah, le truc végète. Ouais. Alors tant que tu as des financements, voilà, on a toujours été bien soutenu par l'Europe, par BPI, par l'ANR, par la région, ben, il n'y a pas de souci, tu fonctionnes, tu maintiens ta techno, tu progresses même, mais par contre, pour un lancement industriel et commercial, il faut de l'autonomie. Et cette boîte-là, voilà, on l'a créée parce qu'on veut donner de l'autonomie, on veut donner sa chance à la techno d'un côté. Il faut voir après l'impact financier que ça a aussi pour Imagine Optics. Imagine Optics aujourd'hui porte 2-3 activités comme ça, donc il risque d'y avoir des nouveautés, encore d'autres créations dans les prochaines années. On porte 2-3 activités purement techno qui nous coûtent et donc qui cassent notre rentabilité. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on mette un peu les choses en forme pour optimiser. L'aspect finance, c'est pas un aspect prioritaire, on n'est pas des financiers, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire à un moment donné. J'ai 57 ans, voilà, je prépare un petit peu aussi la suite pour que ces entreprises puissent se développer tranquillement sans moi après. Donc, tu réfléchis à la saturation du marché, donc tu cherches des voies un peu nouvelles. Ouais, alors je pense que le marché de l'optique adaptative n'est pas du tout saturé. Hein. Je pense qu'on en est qu'au début. Oui, avec les télécoms, mais forcément. Avec les télécoms, là, c'est les télécoms, mais il y a aussi des applications dans le quantique qui se profilent. Il y a les applications
peut-être l'énergie du futur, même si c'est un peu lointain, l'énergie par laser. Le confinement laser, oui. Donc, et en fait, on s'aperçoit que il y a énormément d'applications qui font appel à la qualité optique, et finalement, les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc, ce que j'ai vu en 20 ans, on a converti des secteurs progressivement à utiliser un analyseur de front monde plutôt qu'un beam profiler, plutôt que de regarder le profil d'intensité. Ouais. Et donc voilà, ce marché-là est en train de grossir pour moi progressivement. Et juste un autre signe qui est intéressant, je ne sais pas si tu as noté, toi qui es qui a une bonne acuité en optique adaptative, il y a 4 prix Nobel depuis 10 ans, dont les travaux sont basés, alors 3, donc les travaux sont vraiment basés sur l'optique adaptative. Sur l'utilisation de l'optique adaptative. Sur l'utilisation. Oui, absolument. Sans OA, ils auraient rien vu. Même notre dernier prix Nobel là, de cette année, dans les attosecondes, Anne-Marie Lhuillier, elle utilise, c'est aussi une utilisatrice. Hein, on a les microscopistes en 2014, Bourou évidemment en 2018, et puis Andrea Guess en astrophysique en 2020. Ok, donc pour changer un peu, donc, tu as parlé de ton âge, tu es toujours à fond, je suppose que dans ces entreprises, tu es bah oui, à fond. C'est la passion, ouais. La passion, la découverte, ça se renouvelle, donc il n'y a pas de raison de ne pas être à fond, je pense. Ok. Et à côté de ça, tu as toujours été, pour la communauté photonique, tu as toujours été très actif, très... Ouais. La vie bénévole, très bénévole. La vie associative me plaît bien. Je trouve que c'est très riche. Les rencontres qu'on fait et les engagements qu'on trouve dans la vie associative sont très différents de ce qu'on trouve dans le milieu professionnel. Donc, c'est intéressant de construire. Les gens qu'on rencontre là-dedans deviennent des amis de toute manière. Et voilà, c'est des liens très profonds. Il faut aimer hein, l'associatif. Moi, j'aime ça. Et je passe plus de temps à l'associatif que dans mon jardin. Hein, c'est un choix aussi. Voilà. Bien, quand tu regardes ton parcours en arrière, finalement, t'es content, t'es fier, comment tu te juges? Ouais, quand même. Je me juge pas trop là-dessus. Non, on est content du parcours. Il y a des fois, on se dit, bon, ça serait bien de pouvoir lever le pied un peu et puis de profiter, mais voilà, je peux pas dire que c'est je veux pas dire que c'est une fierté absolue. Et d'ailleurs, on communique peut-être un petit peu mal là-dessus, même en interne, parce qu'on vit le truc dedans, on est dedans, et on prend pas le recul pour mettre un coup de projecteur parfois sur les réalisations magnifiques qu'on a pu faire, hein. Il y a des trucs vraiment extraordinaires hein, quand je regarde ça. Je pense que c'est plutôt ça que je vais mettre en avant. C'est des premières mondiales, des trucs un peu uniques qu'on a fait, qui fonctionnent et qui ont apporté des choses. Voilà, qui ont vraiment apporté des choses. Et je pense aux applications d'Imaginize, qui sont des applications que tout le monde comprend bien, hein, préserver la santé visuelle, mais la santé plus globalement, puisque l'œil, c'est vraiment une fenêtre sur le corps humain, une extension du cerveau. Donc quand on regarde les biomarqueurs dans l'œil, on voit plein de choses, ce qui se passe dans le corps. Et voilà, les caméras rétiniennes qu'on a développées pour Imaginize, celle qui est en cours de validation, là, on est en train de fabriquer la 4e ou la 5e, c'est des images extraordinaires. Et on a derrière des chercheurs qui nous suivent, et qui payent le développement finalement, parce qu'on n'a pas fait de levée de fonds non plus à Imaginize. Donc le développement est autofinancé, et donc les chercheurs contribuent à ça largement. Et voilà, là pour la peine, ce dont je serais fier, c'est que l'impact sociétal de ce qu'on développe soit vraiment marquant. Peut-être qu'on peut dire que c'est déjà marquant sur oui, je crois que c'est déjà le cas pour ça. Oui, bah, c'est sûr que c'est mal connu, c'est encore mal connu. C'est encore mal connu, voilà. Mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être beaucoup plus grand public et qui peuvent arriver et qui arriveront bientôt.
Voilà. Voilà. Et ça, j'en serais vraiment fier. Par contre. Pour compléter, est-ce que on avait prévu de te demander les trois choses dont tu es le plus fier? T'en as donné une, si qui visiblement te tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu en as deux derrière qui... Non, mais alors, pour la peine, quand j'en parle avec mes enfants, euh, parce que je suis quand même très pris, donc c'est que l'énergie que j'ai pu donner pour mes enfants, j'en ai donné beaucoup, mais probablement pas tout ce que j'aurais pu faire si j'avais été plus libre. Je leur dis souvent qu'il y a quand même voilà, 100 personnes derrière qui vivent de cette activité-là aujourd'hui. Et donc, voilà, je trouve bon, un petit côté paternaliste dans la boîte, mais voilà, on prend soin de tous les gens qui sont là. On essaie d'être évidemment bienveillant, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais voilà, on a des grosses amitiés. Et on a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans. Voilà, on connaît leurs enfants depuis qu'ils sont tout petits. On connaît leurs soucis de famille, leurs soucis de santé, etc. Donc c'est des vies, quoi. Et donc on est entremêlés de tout ça. Et ça, pour moi, c'est important. Et peut-être plus dans on est en train de porter un regard un peu en arrière, mais sur la manière dont tu l'as vécu, surtout aussi personnellement. Est-ce que, du coup, tu arrives à voir un peu différentes phases depuis 30 ans? J'imagine que c'est une forme de continuum, mais est-ce que tu arrives à décrire un peu ce que tu as vécu? Parce que finalement, tu es resté dans Imaginoptics, mais tu fais pas du tout la même chose, j'imagine, aujourd'hui que ce que tu as fait. Ou tu ne vis pas du tout la même chose que. Pour moi, perso, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Comment est-ce que tu décrirais? On a évolué. Il y a plusieurs choses. D'abord, tu m'as demandé 3 choses dont je suis fier, mais voilà, il y a aussi des choses marquantes qui ont été marquantes, et c'est souvent les moments difficiles qui sont marquants, mais qui sont aussi très stimulants. Les moments où on sait que voilà, la trésorerie n'est pas géniale, on ne sait pas si on va pouvoir payer les salaires, il faut se battre là-dessus, il faut trouver des solutions. Donc, évidemment, ça, c'est des moments très forts, parce qu'on se soude les uns les autres pour y arriver. Après, donc, on a accompagné le mouvement. On a dit qu'on était pionniers. Il y avait personne n'utilisait le Shaka Hartmann pour faire de la métrologie optique en 96. Quelques émanations à droite, quelques tentatives, mais personne n'avait fait le boulot pour aller jusqu'au bout et sortir un vrai produit. Et donc les premiers qui nous ont suivis, parce qu'il y a des gens qui ne nous ont pas suivis, quand on leur expliquait ce qu'on faisait, c'était une caméra sur le faisceau laser, on voyait la phase, les gens nous disaient mais non, allez où la référence, c'est pas possible. Votre truc n'est pas possible, ça marche pas. Michelson, voilà. L'empreinte de 120 ans de Michelson, plus de 100 ans de Michelson fait que les gens n'y croyaient pas. Donc, voilà, il y a toute cette phase, il y a toute une phase d'évangélisation pendant laquelle moi j'ai été promoteur. J'ai vraiment été promoteur de la boîte, de la techno, tout en essayant de construire la structure et de la mettre un peu à l'échelle. En fait, à chaque fois qu'on a fait des changements pour les mises à l'échelle, c'est qu'il y a eu des événements. Je me souviens très bien un jour, je vais livrer un système que le CEA nous avait commandé, et au moment d'aller livrer, on commençait à avoir quelques commandes, commençait à être un peu le bazar. Au moment d'aller livrer, je dis, il est où le PC? Tu n'as pas demandé de PC? Je dis, bien sûr que si, on a demandé un PC. On n'avait pas commandé le PC. Là, j'ai dit, ok, il faut remettre tout à plat. Comment on s'organise pour pas que ça se reproduise. Et voilà, et tac, on part sur une nouvelle organisation, donc les nouvelles fonctions qui rentrent dans la boîte, donc c'est obligé de prendre un peu de recul, parce qu'on peut pas tout faire. Et donc voilà, ça a été des étapes un peu marquantes. Après l'évangélisation, je fais le parallèle entre les deux, parce que finalement, c'est ça la croissance de la boîte. Donc une phase d'évangélisation, on a eu beaucoup de clients académiques, peu industriels, quand même quelques-uns, mais plutôt grosses boîtes, bureaux d'études, choses comme ça. Et puis à un moment donné, on a commencé à avoir des applications dans lesquelles on est rentré dans les process. Et là, je peux parler de Bruno Berge, l'inventeur de la lentille liquide, varioptique, qui est venu faire ses premières manips et son premier papier qu'il a signé pour démontrer que c'était pas sensible de manière négligeable à la gravité. Il l'a fait dans nos labos, il s'est enfermé 3 jours dans nos labos. Voilà, et il est sorti de là avec son papier. Voilà, c'était fantastique. Et après, du coup, ça a été une histoire d'amour qui dure encore
un peu moins aujourd'hui, mais qui a duré toutes ces années-là, où on a fait tous les bons de métrologie pour Varioptic et pour les clients de Varioptic. Donc en Asie, aux États-Unis. Donc c'était un gros business pour nous, en fait. Le premier business industriel, c'est celui-là, en fait. Voilà, et puis, donc... À ce moment-là, tu n'es plus promoteur. Alors, tu restes promoteur, mais après, tu organises, tu vois, le service commercial, il s'organise, tu prends quelqu'un qui est vraiment responsable commercial de la boîte. Quand la boîte grossit, tu prends un DAF, au début un RAF, responsable administratif et financier, qui se transforme en DAF au bout d'un moment parce que tu lâches toutes les ficelles à ce niveau-là. Tu lâches pas tout, mais voilà, tu essayes de te concentrer sur quand même, oui, la promotion et le bizdev, hein, qui est le cœur pour avancer. Et je pense que l'étape d'après au niveau commercial pour la boîte, il y a des marchés qu'on ouvre, mais si tu veux, je pense que c'est le contrôle de process. Quand l'analyse de front est rentrée dans le contrôle de process, où là on a commencé à vendre de manière récurrente à des boîtes qui nous rachètent des produits parce que met ça sur des lignes de prod, alors plutôt artisanal au début, puis en fait au fur et à mesure, il y a des lignes de prod qui sont équipées, 20 lignes de prod, on équipe 20 lignes avec des systèmes qu'on customise ou pas d'ailleurs. Mais... Et il y en a combien dans la nature aujourd'hui? Tu as une idée? On doit être, ouais, alors là je peux pas te sortir le chiffre comme ça de tête, mais on doit être pas loin des 2500, je pense. Ah, ouais. 2500 instruments dans la nature, et en miroir déformable, on doit être entre 300 et 400, je pense. Et t'as des moments où, dans tout ce processus, t'as douté? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, des doutes, on est obligé d'en avoir, hein, parce que si t'as pas de doute, c'est que t'es inconscient et que du coup, tu prends des risques. Mais disons on a toujours été très pragmatique avec Xavier, on a toujours trouvé des solutions. Voilà. La devise, quand on était plus jeune, c'était on y arrivera toujours. Voilà. Ça veut tout dire. Hein. Quoi qu'il en coûte. Alors, pas quoi qu'il en coûte, mais on y arrivera toujours. On trouvera toujours le chemin pour répondre techniquement aux clients, pour s'en sortir au niveau financier, etc. etc. Et c'est resté très longtemps, on y arrivera toujours. Et là maintenant bah, aujourd'hui, vraiment on se structure. Là aujourd'hui, on a même un DRH qui est arrivé juste avant la crise Covid. Merci, parce que les RH ont été compliqués à gérer pendant cette période-là. Donc voilà, donc c'est toujours, on y arrivera toujours, mais on essaie de faire des choix. Je dis toujours, on est très technophile, très techno-push, mais on se soigne. Je dis toujours ça, on se soigne. On a mis le marketing quand même un peu au cœur de nos process depuis quelques années. Et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, et notamment pour les plus jeunes qui vont nous regarder ou nous écouter. Est-ce que tu aurais des erreurs que tu as faites, que tu souhaiterais partager bah oui, enfin, on fait plein des erreurs, les apprentissages qui vont derrière. On en fait plein, alors je sais pas à quel niveau on peut se positionner, mais je me souviens d'un produit, il croyait dur comme fer, on avait fait des due diligence. On avait interviewé des utilisateurs, on avait regardé au niveau fonctionnel ce qu'il fallait, etc. Et on s'est planté, on n'en a pas vendu. Tu parles de ton écran 3D? Ouais. Non, alors l'écran 3D, c'est une aventure un peu à part. C'est vrai que ça a été un business qui est un peu éphémère, mais qui a été... je ne sais pas si on aurait pu s'en sortir. Ça aurait été, c'était une autre boîte, c'était une autre aventure de toute manière. Je peux revenir là-dessus. Non, mais c'est un produit qui faisait de la mesure automatique et complète d'optique. Mais vraiment complète, c'est-à-dire dans le champ, sur l'axe, dans le champ, les focal lens, enfin, on mesurait tout. Et donc, effectivement, toutes les due diligence nous ont bien raconté leurs besoins, mais en fait, de manière pratique, dans l'industrie, ils veulent des trucs pas chers, et donc ils veulent une fonction. Ils veulent une fonction. Nous, c'était le truc qui faisait tout. Et c'est une question de budget, peut-être pour une confiance dans la fiabilité de l'expertise. Ouais, enfin, c'est ça. Je pense que on a été, nous, on a présumé un petit peu du truc. On était encore trop techno-push, même si on avait fait nos devoirs marketing. Et donc, ça veut dire que la morale de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis. Voilà, il n'y a rien d'acquis.
Mais c'est pas grave. Je veux dire, derrière, évidemment, on s'arrange pour pas se mettre en danger, hein. Quand on n'a pas de financeurs, quand on n'a pas les moyens, les poches profondes, bah, on s'arrange pour être au plus juste. Donc voilà, rien n'est acquis, mais au final, on rebondit toujours. Il y a des événements que t'as en tête dont tu es fier, Jean? Des événements, tu veux dire, ou Oui. des événements particuliers? Des réalisations, ou des moments que tu as vécu. Bah, des grands souvenirs, bah, il y a les 20 ans qu'on a fait. T'étais là, Jean-Claude? Pas tout le long, Ouais, ouais. tu me souviens. On avait privatisé Le le musée du Sénat, là, le musée. Je ne sais plus comment il s'appelle ce musée. La géologie? Non, non, c'est Non, une peinture. c'est le musée de l'Orangerie, le musée Non, du non, c'est Sénat, pas- le musée. Enfin voilà, on avait privatisé un petit musée, c'était Fantin-Latour. On avait pris des guides. Après, donc, le musée fermait, puis il rouvrait les portes pour nos invités. Puis après, on avait loué l'Orangerie qui est juste à côté. Et c'est vrai qu'il y avait 200, 250 personnes. Là, Non, non, c'était vraiment chouette. Les gens en parlent encore, et même moi, je m'en souviens encore avec un grand plaisir. Et on fait ça pour ça. Hein, d'ailleurs, c'est un de nos leitmotifs de prendre plaisir. Prendre plaisir à ce qu'on fait, mais aussi donner du plaisir aux autres. Donc ça veut dire pour les salariés, ça veut dire pour nos clients, ça veut dire pour nos partenaires. Et là, tu vas faire les 30 ans, alors. On réfléchit, je commence à réfléchir là, pour les 30 ans. Ouais. Un truc sympa. Bon, et la suite de ton parcours, tu as commencé à parler de ton âge. Tu te vois continuer hein, longtemps? Oui, bah, cette passion-là, ouais, je ne veux pas l'éteindre comme ça. Donc oui, je vais continuer très tard. Puis j'ai des exemples qui me permettent de dire que je peux continuer encore longtemps. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut transmettre les boîtes proprement. Donc on se donne 5 ans, 6 ans, 7 ans. On n'est pas pressé, mais voilà, il faut le faire, il faut le prévoir. Ça se fait pas au dernier moment. On assure la croissance en même temps, donc on pense qu'on est dans un coude. En termes de croissance, on pense que ça va beaucoup se développer dans les 3-4 prochaines années. Donc ça nécessite un effort de structuration très important. Finalement, c'est une nouvelle étape dans les différentes étapes de structuration. Là, je suis en train de passer une nouvelle étape, donc ça m'intéresse parce que c'est une plus grosse boîte. Donc, moi, je ne pourrais pas piloter une boîte de 500 personnes aujourd'hui. Hein, donc là, j'apprends à comment passer de une centaine de personnes réparties sur 3 boîtes à peut-être 200. Hein, c'est peut-être ça le target qui va se produire d'ici 2-3 ans. Moi, en fait, finalement, je me suis aperçu que je te connaissais pas beaucoup. Sur le plan personnel, tu as des passions. Quand tu fais pas de l'optique, qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, j'ai 5 enfants. Ouais. Donc, ça mobilise un peu de temps, un peu d'énergie. Non, j'aime voyager, j'aime marcher. Enfin, un peu moins maintenant, mais je suis un gros randonneur. Voilà, c'est des étapes de la vie. J'ai beaucoup joué au rugby, donc j'adore le rugby encore aujourd'hui. Je ne joue plus, mais j'adore le rugby. Donc, l'astro, hein, j'ai mon télescope et j'essaye de m'amuser un peu avec de temps en temps. Et là, ici, je suis bien servi aussi. Donc, il y a toute une bande ici hein, qui est passionnée d'astro. Donc, voilà, on se fait des soirées de temps en temps, c'est sympa. J'aime, au niveau culturel, voilà, je disais tout à l'heure, j'aime découvrir les choses. Donc, je suis un fan de BD, je suis un fan de romans, mais alors, les romans qui font voyager. Voilà, j'adore les romans qui font voyager. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux leur donner une petite liste vraiment sympa que je donne à mes enfants régulièrement. Qui font voyager, c'est-à-dire Du voyage, de l'aventure, on découvre des pays, des territoires. Je pense il y a Michalik qui a sorti un roman qui s'appelle Loin. Et c'est juste un voyage dans lequel moi je me suis retrouvé sur plein d'autres aspects, mais voilà, je voyageais à travers le monde. Un truc assez incroyable. Il se trouve que le gars recherche son père, et moi j'ai un papa que j'ai connu vraiment très très tardivement, donc je me suis vraiment retrouvé dans ce bouquin. Plein d'autres choses, hein, le théâtre, enfin voilà,
Ouais. Tout ce qui peut me nourrir, Tu passes quand je même prends. du temps, tu as quand même une vie en dehors de la... Oh, bah oui. du travail. Tu dors de temps en temps? Alors, ça a été un de mes gros avantages pendant longtemps. Là, je dors un peu plus maintenant. J'ai besoin de mes 7 heures, mais pendant très très longtemps, je dormais 5 heures. 5 heures, ça me suffisait largement. Ouais. Donc, je me couchais à 1 heure du matin, je me réveillais à 6. Et donc là, c'est un gros avantage, hein, je vois, par rapport à d'autres qui ont besoin de leurs 8 ou 9 heures. Ça fait 3 heures en plus. Et voilà, on peut le mettre à profit pour bosser, pour lire, pour voilà, et d'autres choses. Et si tu te dis, voilà, qu'est-ce que je voudrais absolument faire dans les années qui viennent? Qu'est-ce que le truc qu'il faut Alors, absolument que je fasse? bon, d'abord, la préoccupation, là, c'est de, de bien transmettre, hein, de bien transmettre cette boîte. Shocklight, l'exemple que je donne Ouais. là, par exemple, c'est ce modèle-là, en fait, on a des jeunes là, qui sont dans la boîte, qui ont envie de porter le projet. Donc, ils sont dedans, ils prennent des parts, et leurs parts vont grossir en fonction du temps, et voilà, c'est eux qui vont être propriétaires de cette boîte, et c'est eux qui vont la faire vivre plus tard. Donc, transmettre par ce biais-là, déjà, sur les D'accord. activités qui sont un peu périphériques, et puis ensuite réfléchir au bon modèle pour que voilà, Imaginpeak puisse continuer avec le même esprit de créativité, d'innovation, sans partir dans des trucs trop... en gros, on va essayer de trouver une solution au moins européenne, si ce n'est française, pour pouvoir continuer à faire vivre la boîte. Après, Tout en préparant la place aussi pour à ceux qui reprendraient. C'est à la fois Ah bah. on va pérenniser un modèle, mais en laissant une capacité à s'exprimer. Bien sûr. Ça, on n'aura pas le choix. Bah, on va essayer de trouver le bon équilibre. Mais c'est aussi ça qui fera l'intérêt de la boîte pour des repreneurs potentiels. C'est cette caractéristique, je pense. Et sur Voilà, le- après, tu me sur demandais si j'avais d'autres choses. Ouais, sur le plan personnel. Non, mais je crois que j'ai bien compris sur la Bon. pérennité, la solidité. de Ça la va boîte. m'occuper quand même un petit peu. Après, sur le plan personnel, ouais, j'ai des projets, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais il y a des endroits où je ne suis pas encore allé. Mes enfants m'ont demandé, certains de mes enfants m'ont demandé à y aller. Donc voilà, l'Australie, le Japon, je connais bien, mais en fait, au niveau touristique, je connais vraiment beaucoup de coins au Japon, mais j'aimerais bien marcher au Japon. Tu parlais d'observation spatiale, explorer l'espace aussi. Peut-être pas quand même. Non. Bon, ça consomme du CO2, ça. Ah oui. Il faut qu'on fasse gaffe, hein. Là, aujourd'hui, il faut qu'on fasse gaffe. Donc non, pas trop là-dessus. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux plus jeunes aujourd'hui? Soit que tu as reçu et ou que issu de ton expérience aussi. Ouais. Bah, il y a le truc un peu bateau qui est de dire il faut absolument vivre ses rêves. Bon, c'est bateau, mais en même temps, faut pas l'oublier. Parce que si on l'oublie, bah, c'est cuit. Une fois qu'on s'en éloigne, c'est un peu cuit. Et un autre truc, et vous ne serez pas étonné par rapport à tout ce qu'on a discuté, c'est de ne pas hésiter à rendre ce qu'on vous a donné. Et ça, c'est très riche de rendre, de former, de partager, d'accompagner d'autres personnes une fois que vous avez de l'expérience, voilà, de le rendre. Et finalement, on est encore plus riche en donnant qu'en prenant, quelque part. Ben, encore merci beaucoup. Donc, longue vie à Imagine Optics, Imaginage Merci. Starlight. Et à toi. Merci.